Alors, après l'étude théorique de la trajectoire d'un objet lancé dans un champ de pesanteur que nous avons vu dans la vidéo précédente, nous allons voir dans la suite que l'on peut mesurer expérimentalement cette trajectoire à l'aide du capteur photographique d'un smartphone. La mesure consiste à prendre des images successives à intervalles de temps réguliers de l'objet en mouvement, autrement dit, à prendre une vidéo. L'intervalle de temps entre deux images successives étant connu, on a accès à un échantillonnage de la trajectoire, c'est-à-dire à l'ensemble des points représentant cette trajectoire. Alors, les applications de suivi de mouvement, qui s'appellent motion tracking en anglais, permettent, à partir d'une vidéo enregistrée, de pointer la position d'un objet dans les images successives constituant la vidéo. On lit la vidéo image par image et dans chaque image, on clique sur la position de l'objet. L'application produit alors un fichier tableur contenant le temps, la position suivant l'axe horizontal et la position suivant l'axe vertical. Alors on voit ici deux exemples de mesures. On retrouve bien sur ces exemples une forme de trajectoire parabolique. Nous avons représenté ici les grandeurs mesurées au cours d'une expérience. Les deux figures de gauche représentent respectivement la position Y en fonction du temps et la position X en fonction du temps. La figure de droite représente Y en fonction de X. On retrouve bien la forme parabolique prédite par l'étude théorique et on peut trouver l'équation de cette trajectoire par un ajustement polynomial de second ordre du type ax carré plus bx plus c. Alors on peut remarquer également que l'abscisse x de l'objet augmente linéairement au cours du temps et que son ordonnée y, autrement dit son altitude, augmente sur la première partie du mouvement, atteint un maximum, puis diminue. Alors la mesure de la position en fonction du temps donne accès à d'autres grandeurs d'intérêt, telles que la vitesse et l'accélération. En effet, la vitesse est la dérivée de la position par rapport au temps et l'accélération est la dérivée de la vitesse. Ainsi, en relevant la distance parcourue suivant x et y entre deux images successives, on peut calculer une approximation des composantes de la vitesse suivant x et y de la manière suivante, Vx égale delta x sur delta t. La même méthode peut être utilisée pour Vy, et une fois la vitesse calculée, on peut également utiliser la même méthode pour déduire l'accélération. Il suffit cette fois-ci de dériver Vx et Vy. Alors les figures suivantes illustrent la mesure de la vitesse de l'objet que nous avons vu sur la vidéo précédente. La figure du haut montre les valeurs de Vx calculées à partir de la liste des positions x en fonction du temps. On peut ainsi vérifier que la composante horizontale de la vitesse est constante. En effet, l'accélération de l'objet étant uniquement due à la pesanteur, celle-ci n'a pas de composante horizontale. La dérivée de Vx par rapport au temps est par conséquent nulle et Vx est donc constante. La composante verticale Vy, quant à elle, varie linéairement en fonction du temps. On remarquera ici que la dérivée de cette vitesse Vy représente l'accélération suivant l'axe vertical, à savoir l'accélération de la pesanteur g. Alors un ajustement linéaire de cette courbe donne ici une pente de moins 11,87 mètres par seconde au carré, valeur relativement proche de celle attendue qui est de 9,81 mètres par seconde au carré. Alors à l'aide de ces valeurs mesurées et calculées précédemment, on peut également déterminer l'énergie de cet objet au cours du mouvement. Alors tout d'abord l'énergie cinétique égale à 1,5 de mv carré et ensuite l'énergie potentielle de pesanteur calculée comme m fois g fois l'altitude plus une constante. Alors ici, on considérera cette constante comme nulle afin de simplifier le problème. Et enfin, la somme de ces deux énergies représente l'énergie mécanique totale de l'objet. Celle-ci doit être constante dans le cas où les forces de frottement sont négligeables. Alors voyons ce qu'il en est. La figure représente la mesure de ces trois énergies, calculée à partir de la vitesse et de la position y de t. On remarque ici que l'énergie cinétique est maximale au début du mouvement, puis diminue jusqu'à atteindre un minimum à l'apogée de la trajectoire, et ensuite réaugmente dans la phase descendante de la trajectoire. L'énergie potentielle, quant à elle, se comporte à l'inverse, elle varie de manière similaire à y de t. Enfin, l'énergie mécanique, qui se calcule comme l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, reste bien constante au cours du temps. Alors en conclusion, on voit que l'on peut vérifier les lois de la physique et en particulier de la mécanique relativement simplement. Cette méthode est applicable dans beaucoup de situations, par exemple pour l'étude de la chute libre d'un objet dans un champ de pesanteur.
Le mouvement dans un fluide peut également être étudié, ce qui donne accès à l'étude des mouvements avec frottement. Et plus généralement, on peut étudier la trajectoire de n'importe quel objet, pour peu que celui-ci soit clairement visible et ne se déplace pas trop vite.